Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bock-Côté pense et parle plus vite que son ombre. Alors, je vous l'avais annoncé, elle est là, Christine Normandin, députée du Bloc québécois pour Saint-Jean à Ottawa, qui fait partie de cette équipe du Bloc qui a réussi, peut-on croire, à convaincre un peu le gouvernement fédéral d'en finir avec la politique des visas faciles accordés aux Mexicains de touristes, qui favorisait notamment l'afflux de demandeurs d'asile, entre guillemets. Donc, pour en parler, Christine Normandin, nous la recevons. Bonjour. Bonjour, M. Bock-Côté. Alors, question qui semblera toute simple encore une fois, mais d'où la lumière est-elle venue à nos amis d'Ottawa? Que s'est-il passé pour que l'inacceptable devienne acceptable soudainement ou pas soudainement? Bien déjà, je pense que les pressions que le Bloc québécois ont faites, ils sont pour quelque chose. On a martelé le message depuis plusieurs semaines à l'effet qu'il fallait revenir sur cette décision de ne plus imposer de visa aux ressortissants mexicains pour qu'ils puissent venir ici. Et ça venait aussi de Québec, les Échos Québec qui nous disaient on est au point de rupture présentement au niveau des services qu'on est capable d'offrir aux demandeurs d'asile. Et c'est 25% des demandeurs d'asile qui arrivaient en provenance du Mexique. C'est énorme. On est passé en 2016 d'environ 260 demandes d'asile pour les ressortissants mexicains à environ 3 000 il y a 3 ans, à presque 24 000 l'année dernière. Donc, ça met une pression vraiment immense sur notre capacité d'accueil. On peut espérer que c'est en lien avec ça que le gouvernement a finalement, comme vous avez dit, vu la lumière et pris la décision qui s'imposait dans le contexte. Reste à voir comment elle va s'articuler, cette décision-là. Au moment où on se parle, le ministre Miller est en point de presse pour donner plus de détails sur l'annonce. Donc, on sera vigilant pour la suite des choses. Il y a peut-être des petits... Donc, comme on dit, le diable est dans les détails. Donc, on va rester à l'affût. Mais dans l'immédiat, ça nous semble au moins un pas dans la bonne direction. C'est une nouvelle qu'on accueille avec plaisir. Alors, faisons un peu l'histoire. Pourquoi les libéraux, au moment de prendre le pouvoir, avaient décidé de changer le statut pour les Mexicains? Donc, qu'est-ce qui les avait amenés à faire cela, puis à rompre ainsi avec la politique fixée par Stephen Harper dans autrefois? Bien, on comprend qu'à l'époque, et c'est ce que le ministre Miller mentionnait, c'était dans le but d'avoir des relations diplomatiques plus fluides avec le Mexique. Et on se fait poser la question au Bloc québécois, mais à l'époque, vous étiez d'accord avec la levée de l'obligation des visas. Et là, je me permets de mentionner qu'il faut remettre les choses en contexte. Quand un pays décide d'imposer ou de ne pas imposer des visas, et dans le cas du Canada, il y a des critères objectifs spécifiques qu'on analyse, on regarde par exemple le pourcentage de ressortissants étrangers qui arrivent ici et qui respectent leurs conditions de séjour. On regarde le pourcentage de ressortissants étrangers qui arrivent ici avec des faux documents, des faux papiers de voyage. Et on regarde le nombre de ressortissants étrangers qui arrivent ici et qui ultimement déposent une demande d'asile. Comme je vous disais à l'époque, c'était 260 environ. Ben, comme ça a changé, ben, il y avait matière maintenant à revoir la décision qui avait été prise à l'époque parce que le contexte est différent. Donc, si la décision en 2016 était adéquate, ça ne veut pas dire qu'elle se maintient dans le temps. Et on ajoute à ça le fait aussi qu'il y a eu, en marge de la levée de l'obligation des visas, un phénomène avec les cartels mexicains qui ont commencé à utiliser cette brèche-là pour faire du trafic humain, pour profiter de la vulnérabilité des gens et les faire passer au Canada, parfois dans le but de les faire transiter par la suite vers les États-Unis. Donc, il y a une espèce de marché illicite qui a été créé et qui se faisait au bénéfice des cartels et aux dépens de gens qui sont vulnérables. Donc, tout ça entrait en considération dans la décision qui a été revue et c'était pas le contexte qui avait cours lorsqu'on était en 2016. Donc, on s'ajuste. On doit revoir les choses en fonction de ce qui se passe. Alors, il y a un terme, vous me direz ce que vous en pensez, il y a un terme qui, moi, me semble, il y a un usage abusif qui en est fait aujourd'hui, c'est demandeur d'asile. C'est-à-dire, manifestement, nous n'étions pas que devant des demandeurs d'asile, manifestement, il y a un détournement du droit d'asile qui devient une filière migratoire parmi d'autres. Donc, est-ce qu'on ne se paie pas, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'illusion collective à continuer de parler de demandeurs d'asile quand des termes peut-être plus exacts, immigrants clandestins, immigrants illégaux, devraient être utilisés pour parler de ces réalités?
Ben, en fait, on peut faire la nuance parce que malgré tout, dans tous ceux qui ont déposé une demande d'asile, il y en a qui sont acceptés ultimement par les tribunaux. Mais comme la ministre Fréchette le mentionnait ce matin, le taux d'acceptation pour les ressortissants en provenance du Mexique est moins élevé que la moyenne des demandes d'asile qui sont reçues de façon générale. On est à 20 quelques pourcents, alors que c'est plus autour du 50% généralement d'acceptation qu'on a. Donc, ça vient un peu confirmer le fait qu'il y a une filière qui était utilisée par, entre autres, les cartels pour détourner le but initial, qui est la demande d'asile, d'avoir une protection contre des risques qui sont propres à nous, qu'on peut avoir dans notre pays d'origine. Et c'était utilisé pour faire une forme d'immigration parallèle, d'une certaine façon. Donc, oui, ça soulevait cette question-là, le fait que le taux d'acceptation était moins élevé par rapport au reste, pour les Mexicains, par rapport au reste des demandeurs d'asile. Donc, ça vient un peu confirmer le fait qu'il y avait une utilisation parallèle. Ceci dit, il y a quand même, il faut le rappeler, des demandeurs d'asile qui sont acceptés dans tous ceux qui déposent des demandes. Donc, il y a une légitimité pour certains, mais elle était peut-être moins présente dans le cas des Mexicains. Alors, on a parlé du point de vue des Mexicains, parlons du point de vue d'Ottawa simplement. On le sait, Ottawa est inspiré, pour le dire d'un euphémisme, par notamment l'initiative du siècle, c'est-à-dire 100 millions de Canadiens à la fin du siècle, une augmentation des seuils radicales d'immigration. Le Québec ne peut pas suivre pour mille et une raisons. On se rappelle la complaisance pour Roxham, c'est-à-dire qu'il était devenu dans les faits un chemin d'entrée avec une quasi-douane au Canada. Est-ce qu'on ne peut pas penser que du point de vue d'Ottawa, finalement, s'il n'y avait pas eu une pression forte de la part, peut-être pas juste du Québec d'ailleurs, ailleurs dans le Canada, ça commence à s'inquiéter. Pour Ottawa, c'était tout à fait naturel, cette filière migratoire supplémentaire, parce que dans le grand projet du Canada 100 millions, c'était pas vraiment un problème, c'était même plutôt une bonne chose. Ben, en fait, c'est ce qui a justifié qu'à 2 reprises, le Bloc québécois fasse voter en Chambre une motion visant à rappeler au fédéral qu'il doit discuter avec le Québec et les provinces en matière d'immigration parce qu'elles ont une capacité d'accueil limitée. On a des ressources qui ne sont pas qui sont pas sans fin et notre capacité à bien intégrer les gens qu'on accueille, elle est tributaire de ces ressources-là et de notre capacité d'accueil. Donc, si on ne consulte pas le Québec et les provinces sur les ressources qu'elles ont, ben on s'en va dans un mur et on ne pourra pas bien remplir nos obligations envers ceux à qui on dit bienvenue. Et ça, c'était vraiment au cœur des 2 motions qu'on a présentées. D'ailleurs, il y en a une qui demandait dans les 100 prochains jours que le gouvernement dépose un plan en matière d'immigration après avoir consulté le Québec et les provinces. Et c'était vraiment la pierre angulaire du débat, la capacité d'accueil dans le but d'une intégration réussi. Et ça, c'est quelque chose qui était complètement absent du discours d'Ottawa. D'ailleurs, quand on avait posé la question à Dominique Barton, qui était à l'époque à McKinsey et qui est responsable de l'initiative du siècle, ben, avez-vous considéré la capacité de loger ces gens-là? Et c'était niet nada, ça n'avait été fait que d'un point de vue purement soit idéologique, soit économique, en lien avec le patronat qui souhaitait avoir de la main-d'œuvre qu'on pourrait qualifier de cheap labor dans ce contexte-là. Donc, il n'y avait pas eu une analyse du tout qui avait été faite de la capacité d'accueil. Et nous, c'est ce qu'on est venu dire, ben, il faut corriger le tir, il faut prendre ça en considération pour avoir une position équilibrée en matière d'immigration. Christine Normandin, une dernière question en 15-20 secondes. Quelle est la prochaine bataille sur la question de l'immigration pour le Bloc? Ben justement, ce sera de voir si notre motion aura été respectée par les libéraux. Il y a une position qui a été prise par la Chambre de façon majoritaire à l'effet que le gouvernement dépose un plan. Donc, on suivra ça à l'expiration des 100 jours. Est-ce que ça aura été fait? Et est-ce qu'il y aura eu de réelles consultations avec Québec aussi quand le ministre nous dit Québec est de mauvaise foi, ils ne veulent pas s'asseoir à la table et Québec nous répond ben, c'est parce qu'il n'y en a jamais eu de table. Il y a un problème de communication visiblement, alors on talonnera le ministre à cet effet-là. Christine Normandin, députée du Québec à Ottawa, députée de Saint-Jean pour le Bloc québécois, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Un plaisir, M. Bock-Côté.